Monsieur et Madame Aspe, je vous remercie d'être ici. Bon, vous êtes sociologue à ex-Marseille Université. Vous avez évidemment, dans un ouvrage de 2006, souligné le retour des paysans. Vous avez beaucoup travaillé sur le partage de l'eau. Vous avez travaillé beaucoup sur les problématiques de l'environnement et de la société. Donc, nous sommes attentifs à la réponse à ma question. Vous avez 10 minutes chrono. Merci beaucoup. Donc, je ne sais pas si je vais tenir 10 minutes ou moins ou plus. Enfin, on verra, je ferai mon possible. Bonjour à tous. Donc, comme Philippe Langevin vous l'a rappelé, je suis sociologue et c'est dans le cadre de cette discipline que j'aborderai effectivement la problématique de la forêt telle qu'on m'a posé la question, c'est-à-dire l'évolution des représentations qui elles-mêmes sont liées à des pratiques des espaces forestiers. Donc parler de l'évolution des représentations, c'est-à-dire la manière dont on conçoit le réel auquel on est confronté, c'est quand même quelque chose de très vaste. Et le premier problème que je soulèverai, c'est un problème de pas de temps historique, dans le sens où les représentations proprement dites sociales de la forêt ont été changeantes au cours de l'histoire des sociétés humaines. En particulier, ces représentations, ce qui se passe aujourd'hui, c'est toujours important de relativiser, n'est pas nouveau, dans le sens où on trouve dans les périodes historiques à chaque fois des périodes d'exploitation, au contraire de protection, de défrichement ou de reboisement, etc. Et que donc ce rapport un peu qu'on retrouve aujourd'hui entre faut-il exploiter ou faut-il protéger, finalement n'est pas nouveau en soi. Le recul historique nous enseigne aussi donc que nos rapports et nos pratiques de nature sont liés à des formes de pensée elles-mêmes guidées par un système de valeurs. Et c'est là-dessus surtout que je vais peut-être un peu insister. Ces valeurs vont organiser bien sûr nos conduites et nos comportements et les rendre légitimes suivant les époques. Les formes de gestion actuelles de la forêt aussi, effectivement, entre protection et exploitation, mais sont en quelque sorte actualisées par, je dirais, la prégnance contemporaine d'une nouvelle grille d'analyse du réel qui trouve ses fondements dans une discipline scientifique qui est l'écologie. Deuxième réflexion par rapport à ce questionnement, c'est que ces représentations, on ne peut pas en parler de manière générale. C'est-à-dire on ne peut pas dire les représentations des espaces forestiers sont celles-là. Elles ne sont pas homogènes suivant les groupes sociaux et suivant évidemment aussi le statut de l'espace forestier. En particulier si c'est un espace protégé ou pas. On sait en sociologie que plus on protège un espace, plus on élève la fréquentation, le niveau de diplôme de la fréquentation de celui-ci. Donc on peut dire que suivant l'espace auquel on a affaire, eh bien, on va avoir à la fois des formes de fréquentation et de rapport à cet espace différentes, et aussi en fonction du statut social des différents individus concernés. Alors par exemple, les couches populaires, de manière générale, mais aussi en alliance avec, ce qui peut paraître curieux, les couches dirigeantes à fort capital économique se rapprochent sur des pratiques plus de cueillette et de prédation, c'est-à-dire de chasse et autres. Alors qu'on retrouve chez plutôt les couches supérieures, les professions intellectuelles supérieures et les cadres sup, des fréquentations et des représentations des espaces forestiers qui sont liées à une forme d'hédonisme, de communion avec la nature, voire de contemplation. Évidemment, ces représentations ne sont pas non plus homogènes selon qu'on est gestionnaire, propriétaire, institutionnel, scientifique ou simplement fréquentant une forêt. Troisième élément sur lequel j'aimerais insister, c'est que le système de valeurs sur lequel repose aujourd'hui tout bon, je dirais, entendement des rapports homme-nature et qui construit l'idée de durabilité sur laquelle aujourd'hui fonctionne un petit peu la gestion des espaces naturels de manière générale et des espaces forestiers en particulier, sont organisés autour de grands principes éthiques qui vont être largement relayés par des écrits scientifiques, mais aussi des programmes politiques et des discours médiatiques. Nous en avons relevé 5 principaux. D'une part, la nature est vulnérable et fragile. L'idée de vulnérabilité qui se développe aujourd'hui énormément, bien que cette idée de vulnérabilité, peut-être qui sera reprise d'ailleurs par mes collègues,
cette idée de vulnérabilité qui est en fait un concept issu de la psychanalyse, mais qui est très utilisé aujourd'hui, y compris en écologie. Deuxième élément, c'est que tous les êtres vivants, humains et non humains, ont une valeur en soi. Deuxième élément du système de valeurs. Troisième élément, la diversité des formes de vie est aussi une valeur en soi. Quatrièmement, les êtres humains doivent respecter les autres êtres vivants. Et enfin, la centralité des êtres humains leur confère le principe de responsabilité. C'est autour de ces grands principes, dont on pourra peut-être discuter, que se construit aujourd'hui le discours de gestion durable de la forêt et des espaces forestiers de manière générale. Alors, la spécificité de la Méditerranée là-dedans, des forêts méditerranéennes, très sincèrement, d'après les enquêtes qu'on a faites sur le terrain, on ne voit pas de spécificité, si ce n'est que la fréquentation n'est peut-être pas forcément la même que dans les espaces vosgiens. On pourra y revenir. Quatrièmement et dernier point sur lequel j'aimerais insister, c'est que la nouvelle éthique environnementale contemporaine, donc les sociologues travaillent plus sur ce qui se fait aujourd'hui, même si c'est de l'histoire pour relativiser ce qui se fait aujourd'hui, on pourrait dire que la nouvelle éthique contemporaine se donne en quelque sorte un nouvel objet, le monde naturel non humain jugé digne de considération morale pour lui-même. C'est-à-dire, et là je pense que ça risque de soulever un certain nombre de débats, c'est-à-dire indépendamment de tout coefficient d'utilité pour l'existence des hommes, et envisagé comme lieu de valeur intrinsèque ou comme détenteur de droits dont l'existence commande un certain nombre d'obligations morales et juridiques. Donc les questions posées ne concernent pas seulement le présent, mais bien entendu aussi le futur éloigné, les générations futures, qui va donc impliquer une nouvelle temporalité qui doit prendre des effets à long terme que les actions humaines, les politiques environnementales et les modes de vie peuvent exercer sur l'environnement. Les dernières enquêtes que nous avons menées sur le rapport, donc je travaille à la fois sur la gestion de l'eau en Méditerranée, mais aussi sur la gestion de la forêt, donc les enquêtes que nous avons menées sur le rapport à l'eau et aux forêts vont dans ce sens. Et la comptabilisation économique des services environnementaux qui, je dirais, a déjà eu du mal à s'installer chez les gestionnaires, c'est-à-dire le fait de prendre en compte le fait qu'il y a autre chose que simplement de la production, mais il y a aussi des services dits environnementaux. Et bien cette notion elle-même, donc c'est une notion à la fois scientifique mais aussi gestionnaire, et progressivement remise en cause. Elle n'est pas celle préconisée par les pratiquants des espaces forestiers, mais aussi les pratiquants de nature de manière générale. L'idée que ces services existent, pourquoi pas, mais ces services ne sont pas considérés comme devant être au service des hommes. C'est-à-dire qu'il existe, ce qui ressort donc de ces enquêtes, c'est qu'il existe que pour chaque élément vivant, une valeur qui lui est intrinsèque, indépendamment de celle qui lui est octroyée par les hommes. Voilà, et je terminerai là-dessus. Merci beaucoup.